excuse pour ce Eh contretemps. ben, il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on en était? On en était aux présentations, il me semble. C'est ça. Donc rapidement, je vais aller un petit peu rapidos là-dessus. De toute façon, c'est pas le plus intéressant. Du coup, je travaille pas mal du côté de WordPress.org en tant que core commuteur d'abord. C'est mon dernier statut en date, c'est-à-dire que tout simplement, j'ai les clés du code du CMS. Et avant ça, du coup, j'ai été représentant de la Team Core pendant 2 ans. Donc, je représentais tout simplement l'équipe de développement du CMS. Avant ça, les représentants de l'équipe d'accessibilité du CMS. Et puis, j'ai aussi un statut, on va dire, dans la partie, et ça, je vais en parler, la partie localisée francophone de WordPress, où je m'occupe de cette localisation. Par rapport à ça, j'ai aussi une activité annexe qui globalement me permet de vivre. C'est une activité en agence où je suis directeur technique dans une agence qui s'appelle Woodenit. J'en parle aussi parce que cette activité, on va dire rémunérée, me permet finalement de contribuer à l'écosystème WordPress. Et aujourd'hui, on va pas mal parler de contribution avec, du coup, je reviens à la question que Ronan m'avait posée par rapport à cette conférence, c'est comment WordPress est devenu le CMS de référence. En fait, WordPress, c'est pas le logiciel parfait, loin de là. Si parmi vous, il y a des personnes qui utilisent WordPress au quotidien, et je suppose qu'il y en a probablement, vous savez que WordPress a des défauts. Bien sûr, il a énormément de qualité. C'est pas vis-à-vis de son code, vis-à-vis de la qualité de ses interfaces ou de la qualité de ses thèmes, etc., que WordPress, en fait, est devenu une référence. Non, ce qui a fait, du coup, finalement, la renommée de WordPress, c'est sa communauté. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer sur de multiples points, en fait, finalement. C'est la communauté de WordPress qui a fait passer ce CMS d'un outil pour gérer son blog relativement confidentiel à un CMS qui, aujourd'hui, propulse tout ce type de site Internet et a des parts de marché assez énormes par rapport à l'industrie du web. Juste pour un petit rappel, WordPress et Matomo ne sont pas forcément si éloignés en termes de date de naissance, puisque en fait, cette année, les 20 ans de WordPress, et Matomo a été créé à peine quelques années plus tard, à travers différents projets qui se sont appelés différemment, on le sait tous, mais voilà. Et pour la petite histoire, j'utilise Matomo depuis environ 2011-2012, voilà, sous ses anciennes appellations, évidemment. Alors, quand on parle de communauté, je voulais commencer par vous montrer quelques statistiques à propos de ce CMS et qui vont vous montrer en fait finalement l'ampleur de cette communauté. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de montrer. Puis après, je vais parler évidemment de comment on a fait pour en arriver là. Le petit diagramme que vous voyez du coup à l'écran montre l'évolution du nombre de contributrices et de contributeurs sur les dernières versions de WordPress. Ça regroupe la version 5.0 à la version 6.4, 5.0 étant sorti de toute fin 2018, début 2019. Donc sur les 5 dernières années, en gros. On voit que du coup qu'on a un volume de contributeurs et de contributrices qui est assez stable, on va dire, entre 600, on va dire 550 et au maximum, on a eu 800 contributeurs et contributrices sur une version de WordPress. Ce qui est plus intéressant, c'est finalement la partie qui est en bleu, en fait, sur les dernières releases, là. C'est le nombre de personnes qui ont contribué à chaque fois sur cette version-là pour la première fois au CMS. Et notre objectif, il se situe, on a un objectif à peu près pour chaque nouvelle version d'avoir à peu près, grosso modo, entre 25 et 35%, donc on va dire autour de 30% de personnes qui n'avaient jamais contribué au cœur du CMS avant. C'est un objectif très ambitieux qu'on arrive globalement à atteindre. Si on voit le diagramme, on voit que c'est à peu près un tiers à chaque fois. Et cet objectif, du coup, je pense qu'il n'est pas, il est pas pour rien dans le fait que WordPress est aussi dynamique aujourd'hui en 2023 et même beaucoup plus dynamique que finalement il y a ne serait-ce que 10 ans. Voilà. Par rapport à ça, du coup, un petit point sur la répartition des gens qui contribuent à WordPress dans le monde. Bien évidemment, WordPress est un outil américain à la base. Bon, alors, il a des origines corse, mais c'est des origines très lointaines, on va dire, avec B2 Cafelog. Mais WordPress a été créé par un Texan. Majoritairement, ce CMS est utilisé aux États-Unis. En tout cas, il provient de là-bas.
Donc, on a une grosse communauté de contributeurs et de contributrices américaines. En revanche, ces dernières années, et on va dire qu'en second venaient les gens qui étaient localisés en Europe jusqu'à présent. Et ces dernières années, du coup, il y a eu une grosse affluence de gens qui contribuent de pays asiatiques, notamment là d'Inde et du Bangladesh, qui sont les deuxième et troisième finalement pourvoyeurs de contributeurs et de contributrices dans le monde. Ce qui est un changement du coup assez important et qui a été anticipé parce que effectivement c'est des endroits où WordPress avait la possibilité de se développer et l'a fait en fait très très rapidement. Voilà, donc on va dire que c'était un marché émergent il y a on va dire il y a 6-7 ans. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment le principal pourvoyeur de contributeurs et de contributrices pour le CMS. Donc voilà, il faut surtout pas oublier l'aspect international quand on s'occupe d'une communauté open source et ne pas forcément rester focalisé sur l'Europe et l'Amérique du Nord, qui restent, on va dire, généralement dans l'open source, les contributeurs et contributrices les plus communs, les plus fréquents. En fait, voilà, il y a plein d'autres pays, continents qui ont beaucoup d'appétence pour l'open source et qui demandent qu'à ce qu'on les aide à se développer de ce côté-là. Chose qu'on a bien réussi côté WordPress. Là, je fais juste quelques statistiques et puis après, on va rentrer un peu dans le détail de comment on en fonctionnait, évidemment, parce que c'est ça qui sera intéressant. Ce petit diagramme-là présente aussi la répartition en termes de contribution au cœur de WordPress, donc sur l'année 2022, comme le diagramme précédent, donc en nombre de contributions par entreprise. C'est-à-dire que si on répartit du coup toutes les contributions faites par des personnes et qu'on finalement les rattache aux entreprises dans lesquelles ils travaillent, qui du coup sponsorisent entre guillemets, ou sans guillemets aussi d'ailleurs, leurs contributions, on voit que finalement, c'est un peu contre-intuitif, mais automatique. Alors pour la petite histoire, qui est l'entreprise du créateur de WordPress, Matt Mullenweg, Automatic arrive qu'en second sur le nombre de contributions à l'année, et c'est finalement un éditeur d'extension bien connu, d'extension SEO, Yoast, qui arrive finalement en premier contributeur du CMS sur une année complète. Voilà, on est très content d'être troisième dans l'entreprise où je travaille. Et puis derrière, on retrouve d'autres agences, Stand-Up, voilà, et surtout des hébergeurs aussi, comme Bluehost. On retrouve un petit Google, voilà, qui s'intéresse à WordPress depuis quelques années, et etc. C'est pour vous montrer un petit peu l'importance aussi des entreprises et de sensibiliser les entreprises de l'écosystème à la contribution à un projet open source, tel que WordPress, mais aussi tel que Matomo potentiellement. On voit qu'il y a plein de petits points, et en fait, finalement, si on met tout ça ensemble, le volume finalement de contribution le plus important, c'est-à-dire le contributeur le plus important, c'est les toutes petites entreprises et les freelances, qu'on a tendance à oublier parce que c'est des tout petits points dans ce diagramme, mais qui évidemment en fait apportent énormément derrière. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, je continue un petit peu avec une dernière statistique. WordPress s'est traduit en plus de 130 langues. Alors, en fait, il a beaucoup plus de locales, il en a quasiment 200, mais il y a 130 langues, locales actives, on va dire, qui ont traduit WordPress de façon significative, WordPress et son écosystème de façon significative. Ça va avoir une petite importance un peu plus tard dans la présentation. Voilà, et puis ça permet aussi de voir que finalement l'anglais américain qui était dominant en fait dans l'écosystème WordPress pendant des années et des années, aujourd'hui représente finalement plus que 43% de part de marché, on va dire, c'est-à-dire du nombre de quantité d'installations WordPress installées dans le monde. Sachant que l'anglais américain est aussi utilisé dans plein de pays autres que les États-Unis. Évidemment, il y a plein, par exemple, d'installations WordPress en France qui sont en anglais américain. Donc, sachant ça, du coup, voilà, c'est important de dire que plus de la moitié, en fait, finalement, des installations WordPress ne sont pas en anglais américain, la langue par défaut du CMS. Voilà. J'enchaîne du coup maintenant avec un retour d'expérience, après ces petites statistiques qui me serviront peut-être à illustrer la suite, et du coup pour vous montrer comment WordPress fait vivre cette communauté open source, et voilà, essaye de la stimuler finalement, pour qu'en retour elle puisse stimuler le développement et la croissance du CMS. Alors, le premier endroit, en fait, le premier truc que je voulais valoriser et puis montrer, c'est qu'en fait, on a un espace dédié à la contribution sur WordPress.org qui s'appelle make.wordpress.org.
Donc c'est un sous-domaine, mais c'est en fait finalement carrément un hub, et c'est même ça qui est très important. Ce hub, en fait, il est valorisé sur le site principal WordPress.org. Je sais que sur Matomo, du coup, on a une page Get Involved donc impliquez-vous, voilà, contribuez, qui existe aussi. Ici, côté WordPress, en fait, on en a carrément fait un hub qui est valorisé du coup directement sur la page d'accueil WordPress.org, mais aussi finalement accessible directement dans les menus, et quelque chose en fait qui est voilà, qui a une certaine importance en fait finalement sur la page du CMS, quasiment presque aussi importante, qui est presque aussi importante finalement que le bouton de téléchargement du CMS. Voilà, donc c'est quelque chose de très important pour nous. C'est un hub qui permet en fait finalement d'accéder aux 22 équipes. Alors je suis désolé pour le GIF qui passe en boucle, c'est un peu embêtant, mais c'était la seule façon de montrer toutes les équipes. Donc WordPress est divisé en 22 équipes de contribution qui sont spécialisées. Et ça, c'est un aspect important, finalement, parce que en fait, en divisant, en fait, cette responsabilité sur de nombreuses équipes de contribution, on va aussi diviser la responsabilité, et puis, ben, valoriser finalement l'expertise de chaque personne. Donc dans ces 22 équipes, on a une équipe accessibilité, une équipe design, une équipe polyglotte, donc pour la partie traduction. On a des équipes qui sont dédiées à certains projets, on a des choses qui sont cross-team, hein, donc les performances, l'accessibilité, sustainability aussi, donc la partie éco-conception qui est relativement nouvelle chez WordPress. Tout ça, en fait, c'est des équipes en fait, qui vont avoir leurs représentants, au pluriel, hein, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, et puis leur propre fonctionnement à part entière finalement, et leur capacité à prendre des décisions aussi, hein, et ça c'est important. On a aussi en parallèle du coup à toutes ces équipes du coup une sous-division par local. Les locales du coup alors c'est pas exactement la langue parce que typiquement pour le français on a une locale FRCA pour le Québec, on a eu une locale FRBE pour la Belgique. Il y a eu une locale FRCH, mais en fait aujourd'hui elle est mixée avec FRFR, donc la locale français-France. Et voilà, donc il peut y avoir, et pour l'espagnol typiquement, je crois qu'il y a une vingtaine de locales différentes. Voilà, pareil pour le portugais, ce type de langues qui sont parlées en fait dans de nombreux pays. Voilà. Donc l'importance en fait de cette subdivision, on va dire par local, c'est d'avoir une assise au niveau local pour promouvoir WordPress d'une part, mais aussi en fait pour résoudre des problèmes ou des questions qui se posent vraiment au niveau local. Et du coup, j'embraye là-dessus avec en fait ce système en fait de gestion des locales, donc on va dire des subdivisions localisées, internationalisées de WordPress. Tout ça se passe sur translate.wordpress.org. Et du coup, on va retrouver en fait chaque local. Donc, on en a 130 actives, mais il y en a à peu près 200 d'ouvertes, voilà, avec des locales qui sont un peu dormantes. Mais il y en a 130 qui sont actives et qui traduisent activement le CMS et sa communauté. C'est-à-dire que c'est vraiment tout l'écosystème WordPress qui est non seulement traduit, mais aussi géré en fait, au niveau local par des subdivisions locales du CMS. Chaque locale est indépendante, c'est-à-dire peut prendre ses décisions de façon indépendante. Alors bien sûr, en cas on a un code de conduite au niveau de WordPress, comme il y en a un dans à peu près chaque projet open source. En cas de manquement, etc., il y a des choses qui peuvent remonter, il y a de la médiation, il y a ce genre de structure. Mais c'est important de dire que chaque local, du coup, est vraiment indépendante à sa propre gestion. De ce côté-là, du coup, on a en fait une équipe de local managers. C'est des gens qui vont être responsables de représenter WordPress sur cette locale. Donc, typiquement, on est 4 personnes, du coup, à être local manager, c'est-à-dire qu'on représente finalement WordPress.org sur l'espace francophone. Le rôle de chaque local, c'est d'animer la communauté localement, de valider toute la partie traduction. Donc là, on a un système relativement hiérarchique, pyramidal, on va dire plutôt, pour la validation des traductions. J'en touche 2 mots parce que c'est toujours un aspect intéressant à partager. Donc on a 4 personnes qui sont chargées, on va dire, de valider toute la partie traduction, mais qui sont assistées en fait de personnes derrière qui vont être responsables d'un projet, 2 projets, 3 projets, et qui pourront valider et qui seront vraiment responsables en fait de la validation des traductions de ces projets. Donc ça peut être typiquement une personne qui utilise telle extension et tel thème, qui pourrait devenir du coup responsable de la traduction, de la validation des traductions sur ces 2 extensions et ce thème, et qui en sera responsable finalement. Donc c'est vraiment une délégation de responsabilité, et ça c'est très important pour le CMS WordPress, c'est vraiment de savoir justement
d'apprendre à déléguer les responsabilités. On est nombreux, donc on peut compter les uns sur les autres. Par rapport à ça, donc en dessous des personnes qui peuvent valider un ou plusieurs projets, ben, on aura du coup ensuite les personnes qui contribuent, qui peuvent proposer des traductions, les proposer à la validation et voilà, demander aux personnes, on va dire au-dessus dans la pyramide du coup de valider jusqu'à ce qu'ils deviennent un jour responsables même de la traduction de ce qu'ils ont traduit. Ça, c'est pour la partie trad. Côté local manager, du coup, on est aussi responsable de la documentation en français du CMS. Alors, c'est pas que de la traduction, on fait pas que traduire directement la documentation en anglais. On produit aussi notre propre documentation. Et c'est important de le dire, parce qu'on est côté documentation, voilà, on n'est pas que traducteur et traductrice. On a à cœur, en fait, de créer du contenu qui est totalement indépendant, qui parfois est présenté de façon très différente du contenu en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les besoins, tout simplement, dans l'espace francophone, sont pas forcément les mêmes. Le ton utilisé n'est pas forcément le même. Et voilà, il y a des endroits où on produit, notamment, par exemple, des contenus un peu différents, avec des captures d'écran un peu différentes, avec des exemples différents. Et du coup, on a complètement, en fait, notre libre arbitre hein, de ce côté-là. On peut s'organiser comme on le souhaite. De la même façon, du coup, chaque local est responsable du support. Alors en France, c'est un peu particulier parce qu'on a un forum du coup qui est pas sur WordPress.org, mais qui est géré par l'association WPFR, donc WordPress francophone. Mais du coup, en dehors du cas spécifique de la France, du coup, chaque local va avoir son forum de support et ces forums de support et va pouvoir du coup organiser une équipe de support. Voilà, en étant responsable finalement de ce côté-là de la modération. WordPress.org, en fait, ne faisant que mettre à disposition des outils permettant de s'organiser. Donc voilà l'importance en fait de la délégation de responsabilité. Et c'est pareil en fait dans les teams que je montrais tout à l'heure. Hein, je parlais des 22 équipes avec accessibilité, sustainability, performance, core, design, etc. Bah, chacune de ces équipes du coup est vraiment en fait responsable de pouvoir finalement s'organiser comme elle le souhaite. WordPress.org ne faisant que mettre des outils à disposition. Voilà, donc ça c'est pour la structuration, on va dire, un peu générale. Maintenant, du coup, je vais revenir sur quelques éléments qui sont pour moi importants dans l'écosystème WordPress et qui peut-être vous parleront voilà, dans l'écosystème Matomo. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des pistes intéressantes. Je vais commencer par les événements, ça tombe bien, on est sur un événement Matomo. Voilà, pour parler un petit peu de comment on s'organise côté WordPress et comment ça fonctionne. Donc on a pour le coup quelque chose d'un peu centralisé qui s'appelle WordCamp Central. Alors ça a changé de nom, maintenant c'est Community Central, mais peu importe, je suis resté sur l'ancien nom, WordCamp Central. Donc un WordCamp, c'est quoi? C'est tout simplement un événement autour de WordPress. Bah, ça vous dit quelque chose, parce que là aujourd'hui on est sur le Matomo Camp, bon, c'est la même chose. WordCamp Central, en fait, va du coup organiser et aider du coup, donc c'est vraiment centralisé au niveau international avec des représentants continentaux. C'est-à-dire qu'il y a des représentants pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie et ainsi de suite. Et du coup, WordCamp Central, en fait, va tout simplement s'assurer que les événements, donc les WordCamp, ont tout ce qu'il faut pour pouvoir organiser un bel événement. Voilà, donc on a plusieurs types d'événements. Généralement, en fait, on ne peut pas organiser un WordCamp directement, comme ça, voilà, j'ai décidé, j'habite en Ardèche, je vais faire le WordCamp Ardèche. Non, c'est pas possible. Il faut déjà s'assurer qu'il y a une communauté locale derrière. Et du coup, en fait, le premier stade en fait, d'organisation d'un événement, c'est l'organisation d'un meet-up local. Donc, c'est un meet-up qui peut être organisé n'importe où, dans une petite ville, une grande ville. On va dire que le seul truc pour un meet-up, c'est de respecter le code de conduite de WordPress.org, donc code de conduite open source très, très classique. Et la deuxième chose, c'est d'être au moins deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à 2 personnes, on peut organiser son meet-up dans son village, dans sa ville, etc. L'idée, en fait, ici, c'est d'avoir un maximum de meet-up. Je pourrais même pas vous dire, c'est dommage, j'ai pas pensé à aller chercher la stat du nombre de meet-up dans le monde, mais évidemment, c'est plusieurs milliers. Hein. Et pour le coup, voilà, donc en France, il y en a une dizaine, on va dire, avec 5 ou 6 qui sont particulièrement actifs, mais une dizaine, peut-être un petit peu plus. Voilà, donc le meet-up local, c'est vraiment la première façon finalement d'organiser un événement. Ensuite, derrière, quand un meet-up du coup devient suffisamment gros, typiquement, il y avait des meet-up, notamment dans le sud de la France, où il y avait ou à Lyon par exemple, où il y avait facilement 30, 40 personnes, etc. Au bout d'un moment, on a envie d'organiser un événement un peu plus gros. Et là, on passe à une toute autre échelle, c'est celle des WordCamp. Un WordCamp, du coup, donc il va y avoir aussi plusieurs types d'événements, types de WordCamp, avec les WordCamp locaux.
Donc c'est vraiment en fait les WordCamps qui vont être organisés au niveau d'une ville. Par exemple, on a eu cette année du coup le WordCamp Biarritz là à l'automne. Il y a eu un WordCamp à Paris, voilà, au printemps. Il y a un WordCamp Genève, alors Suisse du coup. Enfin pour le coup c'est encore autre chose. Il y a pas longtemps. Bref, du coup chaque ville du coup va pouvoir organiser des WordCamps. Ça peut être ces WordCamps locaux des réunions de plusieurs meet-up également. Par exemple, typiquement dans le sud, ils ont des WordCamps tournants entre guillemets où ben, une année ça va être Marseille, une année Nice, une année peut-être Aix-en-Provence, ce genre de choses. Et en fait, c'est chaque meet-up de chaque ville qui enfin, ces meet-up-là vont se regrouper pour organiser un événement ensemble. Ensuite, on a les WordCamps nationaux. C'est quelque chose qui existe depuis un peu moins longtemps, où bah, typiquement, voilà, je parlais tout à l'heure du WordCamp Genève. Ben, en fait, les villes de Genève, et puis je ne sais plus quelle autre ville, Zurich en Suisse, enfin, Zurich et puis d'autres, Lausanne également, se sont réunis l'année dernière enfin cette année au printemps, pour faire le premier WordCamp suisse qui réunissait du coup toute la Suisse. Donc c'était un WordCamp en plus pour le coup en 4 langues, anglais, français, italien et allemand. Donc voilà, un sacré challenge. Et ces WordCamps nationaux, du coup, bah, vont bénéficier, on va dire, d'une aura un petit peu plus grande, puisqu'ils vont être à l'échelle nationale et même attirer évidemment des pays frontaliers éventuellement. Et à une autre échelle, mais alors là, c'est une échelle vraiment complètement plus grande, on va avoir les WordCamps continentaux, où bah, là, du coup, on a un WordCamp Europe chaque année qui s'organise avec une ville, bah, un peu comme au JO, c'est-à-dire que les villes candidates finalement à l'organisation bah, du WordCamp Europe. Et chaque année, du coup, ça tourne. Donc cette année, du coup, c'était à Athènes. L'année prochaine, ce sera à Turin. L'année d'avant, c'était à Porto. Et ça tourne un petit peu chaque année. Et à chaque fin de WordCamp, du coup, on annonce généralement la ville du coup qui hébergera le prochain WordCamp Europe. Il y a un WordCamp US également, un WordCamp Asie qui a été organisé pour la première fois cette année, et ainsi de suite. Et donc, il y a un WordCamp Sud-Amérique aussi qui va bientôt voir le jour. Ces WordCamps-là, du coup, alors autant généralement sur les WordCamps locaux, on se retrouve avec 300-400 personnes, ce qui est pas mal hein, quand même, on va dire. Mais sur les WordCamps continentaux, on se retrouve plus, ça c'est plus de l'ordre de 2000 personnes, le nombre de personnes qui vont participer à l'événement en présentiel. Hein. Là, je parle d'événements en présentiel uniquement. En dehors de ça, il y a des événements spécialisés. Les événements spécialisés, c'est des franchises, on va dire. C'est-à-dire, c'est même pas des franchises, non, pour le coup, c'est des événements indépendants, mais qui se raccrochent évidemment au WordPress. En France, on a par exemple le WP Tech, qui est un événement technique, comme son nom l'indique, et qui s'adresse plutôt aux développeuses, aux développeurs. Par rapport à ça, du coup, sur tous ces types d'événements, on a un sous-événement qui est incontournable pour le projet WordPress, c'est ce qu'on appelle les contributeurs D. Donc, c'est les journées de contribution au CMS, où pour le coup, ben, c'est souvent, la plupart du temps, la journée précédant l'événement, où ben, il va y avoir une petite salle qui sera libérée et qui permettra aux gens de se réunir par table d'intérêt, finalement, par table de contribution, pour ben, contribuer au CMS. Et généralement, c'est un très très bon endroit pour recruter de nouvelles contributrices et de nouveaux contributeurs, évidemment, parce qu'on va avoir des personnes qui, par exemple, participent à leur premier WordCamp, qui vont arriver la veille, qui vont aller à la journée de contribution en se disant, bon, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe. Et bah, derrière, qui vont recevoir déjà un accueil chaleureux, c'est important, et qui vont découvrir qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça d'envoyer une ligne de code dans le CMS de WordPress, qu'on soit très très tech, très bon dev ou finalement débutant quelque part, c'est tout à fait envisageable avec un peu d'accompagnement. C'est pareil, c'est très facile de traduire une extension dans sa langue, etc., etc. Et ça permet finalement d'avoir un recrutement accéléré, on va dire, sur ces journées de contribution. Par rapport à tout ça, vous allez me dire, mais comment on fait pour organiser autant d'événements Voilà, il y a pas typiquement en France, on a 2 à 3 événements, de gros événements, on va dire, par an. Voilà. Ensuite, en Europe, il y a le WordCamp Europe. Tout ça, ça coûte de l'argent. De ce côté-là, en fait, on a tout simplement une politique assez libérale de sponsoring. Bon, enfin, c'est assez classique hein, pour les événements liés à la tech. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu vas organiser un WordCamp dans une ville qui a déjà une communauté suffisante, WordCamp Central qui centralise un petit peu toutes les demandes d'organisation de WordCamp, si elle valide le WordCamp, c'est-à-dire qu'il y a que le Meetup existe depuis suffisamment longtemps, ce genre de choses, et qu'il y a une communauté suffisamment grande, va directement en fait assurer les arrières du WordCamp, c'est-à-dire que le WordCamp ne sera pas
dans le négatif, en fait, au final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qui pèse sur l'organisation locale, en fait, hein, voilà, qui n'a pas d'ailleurs à être en association, c'est pas obligatoire. Et du coup, WordCamp Central va assurer les arrières au niveau financier. C'est-à-dire que, en fait, eux, ils s'occupent au niveau de WordCamp Central d'avoir des sponsors globaux, qui sont des sponsors pour tous les WordCamp du monde, en fait, finalement, donc ils payent des sommes conséquentes, évidemment, hein, pour l'être, et qui, du coup, ben, sont valorisés sur tous les WordCamp du monde. Et en échange, ben, ça assure la sécurité financière de l'organisation de ce type d'événement, et ça assure aussi, bien sûr, la participation qui est très peu cher, hein, puisque c'est 25 € pour participer à un WordCamp qui va durer un jour ou 2 jours, suivant s'il y a un contributeur D ou pas. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une recette qui marche, hein, qui fonctionne très bien, et qui évidemment, bah, du coup, est déterminante sur le recrutement de personnes dans l'écosystème, hein, tout simplement. Alors là, je parle de l'écosystème interne, c'est-à-dire des gens qui connaissent WordPress et qui s'y intéressent, mais surtout qui sont impliqués à l'intérieur de WordPress, qui vont contribuer à la traduction, qui vont aller aux événements, qui vont aller finalement participer au niveau du code du CMS, ce genre de choses. Il y a aussi tout un écosystème externe qui n'est pas lié à WordPress.org et qui n'est pas affilié directement à WordPress.org et dont il est important de parler. Voilà, c'est ce qu'on appelle la communauté. Alors en anglais, parce qu'en français, du coup, c'est un petit peu compliqué à traduire. Enfin, je ne l'ai pas en tête là sur le coup, mais c'est la communauté de ce qu'on appelle les extenders. Donc, c'est tous ceux qui étendent finalement les possibilités du CMS. Voilà. Typiquement, en fait, côté WordPress, on a, alors c'est très connu, hein, mais et du coup, d'ailleurs, ça existe côté Matomo également, mais on a un répertoire d'extensions et de thèmes. Chez Matomo, c'est plutôt, vous appelez ça une place de marché, c'est un peu différent, mais c'est la même chose en fait, hein, finalement. Ce répertoire d'extensions et de thèmes, par contre, il regroupe uniquement des éléments qui sont, alors open source évidemment, ça c'est une évidence, mais qui sont gratuits, c'est-à-dire qui sont disponibles en fait entièrement gratuitement pour les personnes qui vont les installer, ces extensions et ces thèmes. À côté de ça, il y a tout un écosystème premium, évidemment, parce qu'il y a un marché autour de WordPress qui est considérable, hein, qui est estimé à plusieurs milliards, 4 milliards, je ne sais plus, enfin bref, bon, on s'en fiche, de dollars, mais on s'en fout complètement. Dans tous les cas, en fait, WordPress, de ce côté-là, en fait, très tôt, a dit, bah, écoutez, en fait, côté WordPress.org, on va tout miser sur le répertoire d'extensions et le répertoire de thèmes, parce que c'est ce qui va faire le succès de ce CMS. En revanche, du coup, on s'occupera que de ce qui est disponible entièrement, gratuitement, pour les gens qui l'utilisent. Et de ce côté-là, ben, en fait, ça a très bien marché, hein, parce qu'il y a aujourd'hui 60 000, donc c'est 59 900 à peu près extensions sur le répertoire. Et alors pour les thèmes, je vais dire une bêtise, donc je préfère pas dire, mais je crois que c'est aux alentours de 5-6 000 thèmes à peu près. Je pense que c'est un peu plus. C'est peut-être 9 000. On s'en fiche complètement. Mais du coup, bon, ça a très bien marché et finalement, c'est ce qui apporte finalement voilà, beaucoup de richesse au CMS. Mais par rapport à l'écosystème premium, donc toutes les extensions, les thèmes payants, de ce côté-là, il y a une approche assez libérale en fait, hein, qui a été choisie en disant, écoutez, à partir du moment où vous respectez en fait le code de conduite du CMS, à partir du moment où vous respectez le code de conduite de l'open source, du logiciel libre en général, finalement, bah, vous pouvez, et surtout à partir du moment où vous respectez le trademark, donc le copyright WordPress, la marque déposée WordPress, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc vous pouvez monter votre site, vendre votre produit au prix que vous souhaitez, peu importe. Donc mais par contre, ça ne sera pas hébergé sur WordPress.org. Et c'est ça finalement qui est important, c'est qu'il y a un écosystème qui est très très important, qui représente des enjeux financiers assez conséquents, mais qui est totalement séparé de la partie WordPress.org, qui ne s'intéresse que à ce qui est gratuit. Voilà, autre chose au niveau externe qui est vachement important pour WordPress, c'est de valoriser toutes les personnes qui créent du contenu. Alors, c'est un peu normal parce que WordPress, ça reste avant tout un outil permettant de publier du contenu sur Internet, hein. D'ailleurs, son slogan, hein, c'est Democratize Publishing, le slogan de WordPress depuis toujours. Et du coup, bah, en fait, on a des outils aussi pour valoriser les personnes qui créent du contenu autour de WordPress, pour parler de WordPress, avec notamment, bah, c'est la petite capture d'écran que vous voyez à l'écran, avec notamment ce qu'on appelle le Planet WordPress. Donc c'est un flux de blogs de la communauté, enfin en tout cas de fils d'actualité de la communauté. Chacun d'ailleurs peut proposer son site, hein, pour entrer dans ce flux, et c'est géré au niveau local, c'est-à-dire que nous, dans la locale français francophone,
on va gérer du coup tout le flux planète WordPress pour finalement les articles en français. Et de ce côté-là, ce planète, en fait, il va remonter dans le back-office de toutes les installations WordPress du monde, bien sûr en fonction de la langue du coup, c'est-à-dire qu'il y a uniquement les articles en français qui remonteront sur une installation faite en français, et ainsi de suite. Et c'est la petite capture d'écran qu'on voit où alors il y a la remontée des événements, enfin il y a un moteur de recherche d'événements, mais juste en dessous, on voit qu'il y a les différents articles qui ont été publiés cette semaine, du coup, par les blogs de l'écosystème. Donc voilà, c'est important de les valoriser parce que ces contenus-là, ils font aussi finalement la renommée de WordPress derrière, et du coup, ils sont valorisés en retour par le CMS. Dernière chose, en fait, sur la partie externe, et ça, c'est un conseil qui peut s'appliquer sans doute à l'écosystème Matomo et peut-être au projet Matomo dans son ensemble, c'est ne pas oublier les hébergeurs qui sont des partenaires forts dans l'open source. Pourquoi fort? Parce que, je vais le dire en toute franchise, ils ont des moyens, tout simplement. Les hébergeurs ont des moyens parce que c'est une activité, l'hébergement, qui permet de produire des marges conséquentes, beaucoup plus que les activités d'agence ou de création d'extensions, encore que ça peut se discuter. Mais bref, tout ça pour dire que les hébergeurs sont des partenaires très forts pour le CMS. Et d'ailleurs, sur les quelques sponsors globaux, c'est-à-dire qui sponsorisent tous les WordCamp du monde, là, le chèque, évidemment, il est assez conséquent à faire. C'est surtout des hébergeurs qui font le chèque. Voilà. Il y a quelques éditeurs d'extensions qui gagnent très bien leur vie et qui font partie de ces sponsors globaux, mais la plupart du reste des hébergeurs. Voilà, c'était la petite pause pour boire un coup. Alors, ensuite, pour continuer et puis terminer un petit peu par rapport à la contribution, je voulais aussi noter l'importance de valoriser la contribution. Pareil, ça peut donner des pistes du coup à toutes les équipes de Matomo, en fait, pour qui la contribution, je pense, est un sujet relativement important. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte très tôt dans l'écosystème WordPress que c'était important de valoriser cette contribution et que c'est ce qui nous permettrait à terme, finalement, de continuer à avoir une dynamique d'innovation, une dynamique de changement, d'adaptation au marché et ainsi de suite. Alors, cette slide est hyper surchargée, je suis désolé, mais je voulais montrer plein de choses, alors voilà. Au niveau valorisation, en fait, on valorise déjà les individus qui font WordPress. On a du coup, côté WordPress.org, du coup, une gestion de profil, donc c'est sur profiles.wordpress.org et cette gestion de profil, du coup, elle permet à chaque personne contribuant ou s'inscrivant sur WordPress.org de disposer d'un profil centralisé sur lequel, en fait, chaque contribution sera historisée. C'est-à-dire qu'on aura l'historique, en fait, de tout ce que la personne aura fait sur et surtout pour l'écosystème WordPress. Donc ça peut être par exemple, j'ai écrit une extension, du coup elle sera listée sur ce profil. J'ai participé par exemple à la traduction de telle extension, etc. Et tout ça en fait ça va être historisé. Où j'ai été mentionné dans, alors on a un Slack, c'est notre logiciel de communication synchrone qui est le plus utilisé. J'ai été mentionné sur le Slack dans le channel props qui sert finalement à accréditer les gens qui ont fait quelque chose d'exceptionnel pour le CMS. Ça va remonter en fait dans ce flux d'historique d'activité, on va dire, d'historique de contribution. Ça évidemment c'est fait pour valoriser les personnes, pas pour les traquer pour dire lui il a contribué plus que elle par exemple. C'est pas du tout ça l'idée. Et de toute façon ces données en fait sont très difficiles à exploiter techniquement. En revanche, du coup, chaque personne va être valorisée sur ce profil. Du coup, par rapport à ça, en fait, les personnes qui rentrent dans l'écosystème et qui vont s'intéresser à une équipe de contribution vont avoir un processus d'onboarding qui existe pour chaque team, qui est différent pour chaque team, et même au niveau de chaque local. Donc nous, sur l'espace francophone, on a également en fait un processus d'onboarding pour les gens qui veulent participer aux traductions, à la documentation et ainsi de suite. Et du coup, chaque team va avoir son propre petit processus d'onboarding pour faire que l'accueil des nouveaux, des nouvelles, du coup, se fasse le plus chaleureusement possible, évidemment. Tout ça permet de valoriser le parcours de chaque contributeur, de chaque contributrice. C'est important. Et des parcours, des fois, moi, typiquement, j'utilise WordPress depuis 2007. C'est assez vieux, on va dire. En revanche, mes premiers événements, j'y suis allé à peu près, je pense, en 2011-2012. Et la première fois que j'ai fait une conférence à un événement, c'était 2016. Et puis ensuite, tout s'est un peu enchaîné. Et c'est vrai que du coup, à travers ce profil, on peut voir un peu l'évolution qu'on a eue au sein du CMS et suivre ça.
Bien sûr, du coup, on a essayé de rendre ça un peu, intéressant. Alors, il y a beaucoup de débats au sein de la communauté WordPress par rapport aux termes que je vais utiliser, mais je l'utilise quand même. C'est le principe de la gamification, donc en gros, de rendre ça ludique, hein, tout simplement. Et bah, du coup, voilà, pour l'instant, actuellement, le principal, truc de ce côté-là, c'est un peu voilà, à la scout toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va contribuer à une équipe, bah, de contribution au CMS, du coup, on va recevoir un petit badge associé, ce genre de choses, qui s'affiche sur le profil. C'est pas grand-chose, mais on va dire que par rapport à des gens qui contribuent de façon, bénévole, désintéressée et cetera, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est le moins qu'on puisse faire, on va dire. Il y a des débats aujourd'hui sur aller plus loin dans cette gamification, avec des badges, première contribution, millième contribution, ce genre de choses. Il y a du pour et du contre, c'est débattu. Pour l'instant, on s'en tient là déjà et c'est quelque chose qui est très apprécié. Ces fiches profils, du coup, sont très donc il y a des sondages, hein, chaque année. Ces fiches profils sont très, très appréciées par les membres de la communauté. Alors, je parlais des individus, il ne faut pas oublier les entreprises, qui font WordPress. Évidemment, du coup, on s'est rendu compte très tôt, enfin pas assez tôt d'ailleurs, mais on s'est rendu compte il y a maintenant un certain temps, du côté de l'écosystème WordPress que, il fallait, ben, profiter, des entreprises qui, elles-mêmes profitent du CMS. C'est-à-dire que, bah, profiter de leur expertise, notamment, ben, pour développer, tout ce que j'appelais tout à l'heure l'écosystème d'extenders, donc de gens qui étendent finalement, WordPress, enfin l'écosystème WordPress, hein, au-delà de WordPress.org, en créant des extensions premium, en créant des blogs, enfin, etc., des services, de l'hébergement WordPress managé, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est important, en fait, finalement, de les valoriser aussi. Ça permet d'obtenir en retour leur implication dans le développement du cœur du CMS. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a besoin, du côté de WordPress.org, du retour d'expérience à la fois des individus qui utilisent WordPress pour leur blog, pour leur portfolio personnel, pour voilà, leur album de famille, pour propulser en fait des petits sites individuels, mais aussi d'entreprises qui vont propulser, ben, comme voilà, il y a quelques années, quand le site de la Maison Blanche était sorti, ou aujourd'hui le site de la NASA, par exemple, qui est propulsé par WordPress, bah, c'est des retours d'expérience qui sont hyper importants pour le CMS, évidemment, et qui permettent de faire évoluer le CMS dans une direction qui est celle de l'industrie et de l'innovation, quelque part. Donc ces retours d'expérience sont hyper importants. Les entreprises qui sont liées à WordPress sont aussi importantes parce qu'elles permettent de sponsoriser les événements. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, mais c'est comme ça que les événements fonctionnent, hein, et qui sont toujours à 25 euros l'entrée, voilà, ce qui est relativement, ben, finalement peu coûteux. C'est grâce au sponsoring des entreprises, donc du secteur privé. Et puis, on développe de plus en plus, depuis maintenant 4-5 ans, le sponsoring de contributeurs et de contributrices, notamment de gens qui sont freelance. C'est-à-dire qu'on va avoir des grosses boîtes. Bah là, par exemple, il y a Yoast qui apparaît là dans la capture d'écran, qui sponsorise du coup plusieurs freelances qui ont leur propre travail à côté, mais qui les sponsorisent gratuitement sans rien demander en retour, pour pouvoir contribuer au CMS et passer, par exemple, 4 heures par semaine sur la team documentation ou 5 heures par semaine sur la team cœur. Et du coup, ben, ils ont un sponsoring qui leur permet de défrayer ce temps, finalement, de leur temps de travail. C'est quelque chose qu'on développe énormément. On a des projets sur les prochains événements d'avoir des bourses à la contribution, c'est-à-dire des personnes qui disent ouais, ben, moi j'aimerais bien contribuer par exemple 4 heures par semaine à tel sujet et les mettre en relation avec des entreprises qui ont les capacités de financer ça directement. Et bien sûr, en retour, que va en retirer l'entreprise? Elle va en retirer plusieurs choses. D'abord, du coup, ben, finalement, une valorisation de sa contribution. J'ai mis là, par exemple, voilà, ce qu'on appelle les pledges, c'est-à-dire bah, finalement les promesses de contribution de chaque entreprise. Donc là, c'est juste une petite capture, mais il y en a des dizaines, hein, d'entreprises. Voilà, Yoast, par exemple, ben, promet du coup de sponsoriser 206 heures par semaine à travers donc toutes les personnes qui sont affichées en dessous, voilà, pour le CMS et de contribution au CMS. 206 heures par semaine où les gens sont payés pour le faire, c'est quelque chose en fait d'hyper important pour le CMS. Et bah, du coup, on a développé en fait ces partenariats qui sont pas vraiment des partenariats, c'est-à-dire que l'entreprise est volontaire pour le faire. Et derrière, ben, évidemment, elle est valorisée derrière pour ce qu'elle remercie pour ce qu'elle produit, tout simplement en affichant cette contribution. En retour, bien sûr, les entreprises, donc là j'ai mis en troisième apparaît l'entreprise où je travaille, où voilà, on a aussi quelques heures par semaine qui sont dédiées à la contribution à WordPress.
Et en retour, ben, qu'est-ce qu'on va en retirer? C'est quand on contribue à un projet open source, généralement, on le connaît assez rapidement sur le bout des doigts, et ça, c'est vital, en fait, hein, finalement, puisque on peut anticiper sur l'avenir du CMS, voilà, savoir peser sur les décisions, ce genre de choses, et c'est très, très important. Pour terminer, du coup, cette initiative, en fait, de valorisation des individus et des entreprises qui font WordPress, c'est une initiative qui est née il y a quelques années maintenant, il y a pas mal d'années maintenant, et qui s'appelle Five for the Future. Donc cette initiative, en fait, c'est tout simplement, elle vise à sensibiliser les entreprises qui utilisent WordPress et qui gagnent de l'argent avec WordPress, offrir 5% de leur temps de travail global finalement, au développement du CMS. C'est-à-dire, quand je dis au développement, c'est pas que le développement technique, c'est le développement aussi de la communauté directement. Donc, en gros, on encourage chez WordPress.org chaque entreprise qui gagne de l'argent grâce à ce CMS et qui vit grâce à ce CMS de contribuer 5% de son temps. Bien sûr, toutes les entreprises au monde ne le font pas, hein, ça serait royal, c'est pas le cas, mais déjà avec quelques centaines, quelques dizaines, on va dire, d'entreprises qui le font dans le monde, ça permet en fait de sponsoriser des gens, de développer le CMS, de s'assurer qu'il a toujours une dynamique d'innovation et de faire finalement plein de choses, plein de projets. Et c'est voilà, quelque chose d'assez intéressant. J'espère que c'est des choses qui vous auront inspiré, en tout cas du côté de Matomo, et voilà, il y a peut-être quelques points que peut-être un jour vous mettrez en œuvre, ou en tout cas peut-être à votre façon, ou peut-être de la même façon, à voir. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Puis, si vous avez des questions, du coup, je vous écoute par l'intermédiaire de Ronan. Super, bah écoute, 14h45 pile dans les temps. Ça va nous laisser 10-15 minutes pour des questions. Alors par chance, l'enregistrement d'après, il est préenregistré, donc bon, il n'y aura pas de speaker à accueillir ou quoi que ce soit à préparer. Donc normalement, on va avoir le temps pour les questions. Une fois de plus, donc merci beaucoup pour ton intervention. Franchement, c'est pas les questions qui manquent, il y en a à peu près une dizaine. Oula. Après, j'ai quasiment, j'en ai posé la majorité, mais je vais en priorité prendre du coup les questions qui sont posées par des personnes autres que moi. Alors, du coup, question de Valentin. Est-ce que la recette que tu nous as présentée, c'est-à-dire la recette de manière générale en fait du succès de WordPress, existe dans d'autres projets? Est-ce que tu l'as vu dans des projets similaires, d'autres projets libres ou non libres? C'est-à-dire une structure un peu similaire à celle que tu nous as présentée. Je pense notamment à la valorisation des contributeurs. Alors, il y a effectivement en fait des ponts qui se font. En fait, WordPress n'est pas un projet isolé qui discute pas avec avec ses confrères CMS. On a beaucoup d'échanges avec Drupal notamment. C'est une communauté. Enfin voilà, on s'apprécie beaucoup entre Drupal et WordPress. Il y a plein de ponts. On partage même beaucoup de projets communs. Le projet Gutenberg, qui est un gros projet pour WordPress, a été porté sur Gutenberg, et même WordPress a offert une subvention à Drupal pour aider à son déploiement technique. Donc voilà, on partage plein de choses. Après, sur l'initiative Five for the Future, donc vraiment en fait cette valorisation de l'intérêt de la contribution vis-à-vis des entreprises, je pense que, enfin, à ma connaissance, du coup, il n'y a pas d'autres projets d'envergure, en tout cas du côté des CMS, donc c'est ce que je connais le plus, qui fonctionnent de la même façon. En fait, finalement, les acteurs privés sont plutôt invités à se démarquer avec leurs services ou avec finalement leurs prestations, plutôt que directement en sponsorisant par exemple des contributeurs directement. En tout cas, il n'y a pas le même niveau de valorisation, je pense, de ce côté-là. Donc, pour te répondre, je pense que ça existe de façon embryonnaire chez d'autres projets, mais j'ai jamais entendu parler en fait d'un tel niveau en fait finalement d'engagement des entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, le discours de WordPress, c'est un peu de dire, écoute, tu es une entreprise qui gagne de l'argent, qui arrive à mettre voilà, des choses dans son frigo pour manger, quoi, finalement, qui gagne de l'argent, le moins que tu puisses faire, c'est finalement donner 5% de ton temps. C'est 5%, c'est quoi? C'est une journée par mois, par personne. C'est pas énorme. Ok.
Je vais rebondir du coup sur cette question. Comment c'est possible qu'ils ont réussi à faire du coup ce projet Gutenberg ensemble sans se taper dessus, sans d'ailleurs se dire mais en fait on est concurrents. Alors je dis ça parce que l'année dernière on a proposé du coup à des solutions concurrentes de Matomo en logiciel libre de venir à Matomo Camp. Certaines ont accepté de le faire, mais on a bien senti que sur le premier message, mais même nous en fait initialement avant d'envoyer le message que waouh, il y avait en fait il fallait quand même avoir une certaine maturité pour avoir, j'ai envie de dire, l'audace d'accepter d'écrire ce message. Venez chez nous à un événement qui s'appelle Matomo Camp pour présenter votre solution. Et je voudrais du coup savoir si tu peux nous en dire un petit peu plus, si tu sais, par rapport à ce projet Gutenberg et Drupal, ou est-ce qu'on s'est dit bah oui ou non, ou enfin, bref, est-ce que ça voilà. En fait, il y a absolument aucune animosité entre, on va dire, les principaux CMS, Drupal, Joomla et Thibaut 3, qui est pareil. C'est les 4 CMS historiques avec WordPress. D'ailleurs, juste pour, en fait, on n'a pas que le projet Gutenberg où on essaye finalement de leur proposer un petit peu les innovations sur lesquelles on a travaillé. Il n'y a pas que ça. On a signé la tribune en fait justement contre les dernières lois qui vont concerner l'open source, le logiciel libre. Voilà, sur notamment la partie sécurisation des données sur l'Union européenne. Les 4 CMS, Drupal, Joomla, WordPress et Typo 3 ont signé une tribune commune pour s'opposer finalement et essayer de faire du lobbying vis-à-vis de l'Union européenne pour préserver finalement, garantir la viabilité à l'avenir des logiciels libres. Donc non, on a des ponts qui sont très très forts. Et pourquoi? Parce qu'on a les mêmes valeurs déjà, qu'on a été créé maintenant il y a pas mal d'années, tous ces CMS, et que finalement tu retrouves un petit peu le même type de personnes à l'intérieur, des personnes qui sont passionnées, qui depuis, certaines donc arrivent, elles sont toutes nouvelles, mais d'autres qui sont là depuis longtemps, du coup, ont monté leur business autour du CMS qu'elles utilisent, etc. On retrouve un peu le même type de personnes. Par contre, c'est vrai que sur les WordCamp, on a déjà eu au WordCamp Paris, par exemple, le président de Drupal France qui est venu faire une conférence. C'était super enrichissant, c'était génial. Et par contre, c'est vrai qu'on a très peu de solutions non open source, non libres, qui participent à nos événements et on a très peu d'échanges avec eux. Et pour le coup, j'ai envie de dire que voilà, qui s'assemble se rassemble, qui se ressemble se rassemble. Ça explique peut-être les difficultés que vous pouvez avoir vis-à-vis de solutions. Alors, je dirais même pas concurrentes, confrères, parce que finalement, on va tous dans le même sens quelque part, idéalement. Et c'est vrai que des solutions qui seraient pas libres, qui seraient privées, vont pas forcément dans le même sens. Et du coup, il y a moins de ponts à bâtir. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon hypothèse, hein, c'est qu'on on a le même objectif, quoi, quelque part. D'accord. Merci du coup pour cette réponse. Alors, autre question. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la relation entre WordPress et les hébergeurs. Donc, on l'a bien compris. Et du coup, donc Matomo a le même système avec l'équivalent de WordPress.com via matomo.cloud. Et je voudrais savoir, mais attends, cette relation avec les hébergeurs, elle vient pas gêner WordPress.com parce que c'est son fonds de commerce quand même, l'hébergement. Et à quel moment tu sais que WordPress.com en gros se dit cette part de gâteau là, ça me suffit. Je donne l'autre part d'une certaine manière aux hébergeurs, ou en tout cas comment est-ce qu'il arrive à retrouver quelque chose de la part des hébergeurs? Alors, il y a un truc à savoir à propos de WordPress.com, c'est que les ponts sont coupés entre WordPress.com et WordPress.org. C'est-à-dire qu'il y a des ponts parce qu'il y a des personnes qui sont communes, qui travaillent dans l'un et l'autre, etc. Mais c'est-à-dire que ça a été... Alors, évidemment aussi, le créateur de WordPress.org est aussi le créateur de WordPress.com. Mais derrière, en fait, les décisions de WordPress.org se font totalement indépendamment de WordPress.com. Ça, c'est un truc qui est très important pour nous, hein. Donc, finalement, WordPress.com, donc automatique, hein, c'est la société qui est derrière WordPress.com, finance les WordCamp, mais au même titre que le faisait, je sais plus, mais par exemple Bluehost, GoDaddy, typiquement, qui est un gros sponsor et même plus gros que Automatic. Donc on a des hébergeurs qui sont concurrents de WordPress.com, donc d'Automatic, qui sont des plus gros sponsors finalement que Automatic lui-même. Donc, et ça, c'est ouvert. Et alors, je vais finir avec les hébergeurs, mais typiquement, j'ai montré dans un des premiers diagrammes que Yoast, alors que c'est un éditeur d'extension, contribue plus que les gens de WordPress.com, enfin d'Automatic, sur l'année 2022. Donc, non, justement, de ce côté-là, déjà, d'une part, il faut que ça soit une saine concurrence et que nous, on les traite tous pareil.
Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du sponsoring global, qui représente plusieurs centaines de milliers de dollars d'investissement pour ces hébergeurs, bah, c'est des hébergeurs qui sont énormes, généralement situés aux US, qui vont sponsoriser. Mais il faut savoir que sur les WordCamp locaux, sur les événements locaux, on peut demander du sponsoring complémentaire des entreprises locales. Donc, typiquement, quand on a un WordCamp Paris ou Biarritz, ça va être les hébergeurs français. Et de ce côté-là, bah, on a des hébergeurs français qui vont, eux, par exemple, sponsoriser la soirée d'after ou typiquement bah, la nourriture à midi, ce genre de choses. Donc, on a des sponsors complémentaires. Et là, on peut prendre des hébergeurs, du coup, locaux. Donc, on agit à tous les niveaux côté hébergeur. Des hébergeurs mouse costauds au niveau international. Et puis au niveau local, ben, les hébergeurs locaux qui vont sponsoriser en fonction de leurs moyens aussi, qui sont généralement quand même, voilà, bah, tu le sais, hein, les hébergeurs sont quand même des sociétés qui dégagent des marges généralement assez conséquentes et du coup qui ont les moyens de faire ce genre de sponsoring et surtout qu'elles ont un retour sur investissement généralement en participant à ce genre d'événement. D'accord, donc tu dirais qu'en fait la communauté a pris le dessus sur le créateur de projet, en gros, c'est ce qui s'est passé pour WordPress. Non, c'est-à-dire qu'il a lâché lui-même la bride aussi. Et en fait, c'était aussi un terme sur lequel alors je l'ai mis en gras, mais peut-être que ça se voyait pas suffisamment. C'est la délégation de responsabilité est hyper importante pour le projet. Le projet serait pas là en fait si on avait eu un management dictatorial qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire, et ensuite des petits sous-chefs qui disent à tout le monde ce qu'il doit faire, et ainsi de suite. Alors oui, le système, il y a certaines pyramides, je l'ai monté avec la traduction, mais c'est des pyramides par rapport à la responsabilité. Et au final, le sommet de la pyramide, c'est pas le sommet de WordPress.org. Le sommet de la pyramide, c'est les personnes qui sont responsables de l'équipe qu'elles gèrent. Et donc typiquement, l'équipe qui s'occupe des WordCamp, des événements, WordCamp Central, eux, ils vont gérer le sponsoring. Ben, ils vont recevoir une candidature d'automatique au même titre qu'il y aura une candidature de GoDaddy, par exemple. Je prends des noms d'entreprises, hein, mais c'est pour donner des exemples, quoi. Et finalement, bah, tout le monde est sur le même niveau, quoi, ce qui est tout à fait logique. Ok. Alors, j'ai encore pas mal d'autres questions. On va dire il y en a qui sont plus importantes que d'autres, donc je vais plutôt prendre la plus importante vu qu'on est à 5 minutes de la fin et je préférais du coup l'emploi du temps de Matomo Camp, histoire que ce soit équitable entre tous les conférenciers. Oui. Alors, tu nous as expliqué et présenté plein de choses dans le lot de tout ce que tu nous as dit avec ta connaissance que tu as de Matomo. Si tu avais simplement une action à nous conseiller pour arriver à faire un changement significatif, on va dire, dans la communauté de Matomo pour qu'elle décolle, quelle serait selon toi l'action principale qu'on devrait mettre en place? Alors, je suis un peu partagé. Je pense qu'une initiative du même type que ce qu'on a sur le Five for the Future, ça peut être le même titre ou pas, d'ailleurs, peu importe, on s'en fiche, mais c'est le principe, c'est-à-dire de sensibiliser en fait les gens au fait que ce qu'ils utilisent, le logiciel open source qu'ils utilisent, il vient pas de nulle part et qu'il a été fait par d'autres gens qui, à un moment donné, du coup, ont choisi de s'impliquer, que ces choses-là, elles bougent aussi, et qu'il y a besoin de conserver une dynamique et sans forcément quémander, mais plutôt en expliquant l'intérêt en fait qu'il y a derrière. C'est que aujourd'hui, en fait, de la même façon que voilà, à mon agence, on utilise Matomo par exemple, et tu vois, on est très impliqué dans WordPress. On l'est pas forcément dans Matomo. Ben, à un moment donné, que Matomo me dise, mais si tu es impliqué, enfin, si tu utilises ce logiciel, il vient pas de nulle part. Alors bien sûr, il y a les offres Matomo Cloud, etc., qui fonctionnent un petit peu différemment, mais bah, peut-être que tu peux aider de ton côté. Ou typiquement avoir des méthodes d'onboarding sur ben, tu as telle partie de Matomo qui, selon toi, est mal traduite, ou il y a un problème sur la traduction à tel endroit, ou tu trouves un bug, ben, viens nous aider à corriger. Si tu as la possibilité, typiquement la traduction, c'est vraiment le truc qui nécessite, si tu as les bons outils, en tout cas très peu de connaissances techniques, enfin en tout cas assez peu de connaissances techniques, mais plutôt des connaissances du logiciel, ben, viens nous aider, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on peut pousser directement dans l'interface, en fait, hein, sans forcément être trop intrusif, hein, mais voilà, je pense que la sensibilisation, en fait, de la communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices, c'est la base pour pouvoir, ben, finalement, progresser, quoi, et surtout parier sur l'avenir. C'est pour ça que ça s'appelle Five for the Future, hein, c'est en gros, avec 5% de votre temps, on pourra bâtir le futur du CMS. Et
Et par rapport à ça, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer de ce côté-là pour tous les projets open source, d'arriver en fait à trouver la bonne méthode de valorisation et de sensibilisation à l'importance de contribuer. Par rapport à ça, ça implique aussi, et je finirai peut-être là-dessus, d'arriver à lâcher du lest au niveau décisionnel, au niveau responsabilité, et d'accepter à un moment donné que la communauté prenne les rênes aussi de certaines parties du projet, quoi. Et je pense qu'il y a tout intérêt à le faire, en tout cas. Okay. Une fois de plus, un grand merci à Jean-Baptiste pour ta contribution, pour ta conférence d'aujourd'hui. Le chat restera ouvert le temps qu'il faut si jamais tu souhaites interagir avec les personnes qui vont assister à ta conférence. On va devoir clore la salle pour enchaîner sur la conférence suivante, qui sera celle de Francesco De Nobili donc en italien sur l'apport de lead dans Matomo. Bonne journée. À très bientôt, Jean-Baptiste. Merci.